Les anciens textes indiens évoquent des chars richement ornés, voire des palais entiers, connus sous le nom de Vimana, capables de s'élever dans les airs et de parcourir, en quelques secondes, des distances allant jusqu'à l'espace. Si certains considèrent ces Vimana comme relevant exclusivement de la mythologie indienne, d'autres estiment qu'ils pourraient s'inspirer d'une technologie véritable, perdue au fil des siècles. Selon les textes de l'ancien Veda indien, il existait des Vimana variés, comme le Vimana éléphant doté de plusieurs moteurs, ainsi que de nombreux modèles portant des noms d'animaux ou d'oiseaux. Certains étaient conçus pour des trajets locaux, d'autres pour voyager à l'étranger, et d'autres encore pour explorer la Lune ou d'autres planètes. Ils pouvaient atteindre des vitesses stupéfiantes. L'un des Vimana possédait la capacité exceptionnelle de se rendre invisible. Un autre, en forme de sphère, était propulsé par les vents de Mercure. Ce modèle aurait produit un rayon immense, comparable à celui du Soleil, et un bruit retentissant semblable au tonnerre. Tous les Vimana étaient réputés indestructibles et parfaitement adaptés au combat. Pour piloter un Vimana, il fallait maîtriser un ensemble de connaissances, comparables à celles requises pour un pilote d'avion moderne, et regroupées en 32 secrets. Ils incluaient la structure de l'engin, les techniques de décollage et de manœuvre en toute sécurité, ainsi que des savoir-faire spécifiques comme comment se rendre visible ou invisible, comment se dissimuler, comment être rapide, ou encore comment gérer les phénomènes de contraction et d'expansion. Pour échapper à ses adversaires, le pilote d'un Vimana devait se hisser jusqu'à la 8e couche atmosphérique au-dessus de la Terre et tirer parti de la puissance des rayons solaires obscurs. Si cette consigne peut paraître étrange, d'autres instructions, plus plausibles, conservent une certaine pertinence dans le contexte de l'aéronautique moderne. Certaines sections des textes dédiés aux Vimanas mettent en lumière des aspects tels que les itinéraires de vol, la formation des pilotes, la navigation, mais également les tenues appropriées pour ces derniers, ainsi que les aliments recommandés pour de longs trajets. Ces écrits recèlent également des informations techniques détaillées sur l'utilisation de métaux absorbant la chaleur, les types de métaux employés et leurs points de fusion. Les défenseurs de l'idée que les Vimanas étaient plus que de simples mythes estiment que les anciens Indiens n'auraient probablement pas consacré autant de précision à une vulgaire légende. Ainsi, ces palais volants pourraient avoir été réels et extraordinairement en avance sur leur temps, à l'image de nombreuses autres inventions indiennes. Au VIe siècle avant notre ère, un chirurgien indien du nom de Sushruta a rédigé ce qui est considéré comme le premier manuel de médecine et de chirurgie. Surnommé le père de la chirurgie pour ses contributions, Sushruta a catalogué des centaines de plantes médicinales et décrit des interventions chirurgicales complexes. Il a notamment consigné des instructions pour des reconstructions nasales, ainsi que des greffes de peau transférées d'une partie du corps à une autre. La technique originale de rhinoplastie, qui consistait à prélever un fragment de peau sur le front pour reconstruire un nez, demeure utilisée aujourd'hui. Toutefois, à l'époque, cette intervention répondait à des besoins très différents de ceux d'impressionner le public des réseaux sociaux. Ces chirurgies étaient destinées à aider des individus ayant perdu leur nez en raison d'un châtiment ou de blessures subies au combat. C'est à un prodige des mathématiques indiens de l'Antiquité, nommé Aryabhata, que nous devons l'invention du zéro. Bien qu'elle puisse paraître anodine, cette découverte a été cruciale, car sans elle, il n'existerait ni système binaire, ni ordinateur. Avant le 5e siècle de notre ère, les gens se contentaient d'un simple symbole pour indiquer l'absence de valeur. Grâce à cette invention, l'addition, la soustraction et bien d'autres opérations sont devenues infiniment plus simples. Vous pouvez observer le plus ancien zéro connu, gravé sur le mur d'un temple de Gwalior, en Inde. Dès 1500 avant notre ère, voire plus tôt, la civilisation de la vallée de l'Indus utilisait des règles en ivoire. Ces instruments, retrouvés lors de fouilles sur les sites de l'actuel Pakistan et du nord-ouest de l'Inde, étaient couramment employés en architecture avec une précision remarquable. Chaque règle comportait des unités mesurant un peu plus de 3 cm, minutieusement divisées en sous-unités précises, jusqu'à une tolérance de 2 millièmes de centimètre. L'invention suivante relève davantage du concept que de l'objet tangible. La standardisation consiste à fixer des règles communes en s'appuyant sur un ensemble de critères, qu'ils soient humains, matériels ou d'intérêts variés. L'une de ces applications les plus notables, à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués, est celle des poids standardisés. Que l'on utilise des livres ou des kilogrammes, ces mesures universelles sont essentielles, n'est-ce pas? Pour cela, nous devons un grand merci aux marchands de la civilisation arapéenne, qui vivaient il y a près de 4000 ans. Ces derniers utilisaient des poids standardisés pour mesurer aussi bien des céréales que des produits de luxe. Leur système de mesure reposait sur des bases mathématiques décimales et binaires. Bien qu'ils n'aient pas disposé de technologies avancées,
Ils ont atteint une précision remarquable grâce à des calculs complexes et à l'utilisation ingénieuse de matériaux tels que le sable pour la construction. Leur expertise en matière de standardisation s'est diffusée jusqu'en Perse et en Asie centrale, devenant ainsi une norme mondiale en matière de pesée. Si le yoga est votre pratique favorite, vous avez une excellente raison de rendre hommage aux anciens sages indiens. Le yoga a été mentionné pour la première fois dans les Védas de la civilisation de l'Indus-Sarasvati, dans le nord de l'Inde, il y a plus de 5000 ans. Avec le temps, cette discipline a été perfectionnée et enrichie, devenant une vaste philosophie comprenant plus de 200 écrits sacrés consacrés à l'art d'atteindre l'illumination. Au début de notre ère, le yoga a pris une nouvelle dimension grâce à l'écrivain hindou Patanjali, qui a structuré la pratique dans son œuvre, les Yoga Sutras. Cette discipline s'est transformée en une méthode complète de rajeunissement du corps et en une pratique visant à prolonger la vie, avec des postures que l'on continue à exécuter sur les tapis d'aujourd'hui. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le yoga a gagné le monde occidental, où il s'est rapidement propagé. Le jeu d'échecs, souvent considéré comme le jeu de prédilection des intellectuels, est également une invention indienne. Son ancêtre, connu sous le nom de Chaturanga, était un jeu de stratégie sur plateau qui a commencé à se populariser environ 3000 ans avant notre ère. Cette version primitive des échecs se jouait à 4 joueurs au lieu de 2 et comportait 64 cases. Chaque participant disposait de 8 pièces, allant des pions au roi, en passant par les fous et les cavaliers. À cette époque, on n'utilisait pas de dés classiques à 6 faces, mais un dé oblong. Les joueurs qui s'affrontaient étaient en réalité regroupés en 2 équipes selon leur position. La version moderne des échecs, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve mention pour la première fois dans une légende de l'ancienne littérature indienne. Selon cette histoire, l'épouse du démon Ravana aurait inventé le jeu afin de divertir son époux. Le mot shampooing trouve son origine dans un terme hindi signifiant apaiser ou pétrir. Cette substance, inventée en Inde en 1762, servait à l'origine pour les massages crâniens, d'où son nom. Le premier shampoing était composé d'huile naturelle et de plantes. Les commerçants britanniques, séduits par cette idée, l'ont ramené en Angleterre. Puis il aura fallu plusieurs années pour que cette huile de massage évolue en shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais son origine reste indienne. Contrairement aux Grecs anciens, qui portèrent des peaux d'animaux, les Indiens ont commencé à cultiver le coton dès les 5e et 4e siècles avant notre ère. Ils utilisaient des fils de coton pour fabriquer des textiles, qui devinrent rapidement très prisés en Méditerranée et au-delà. Le jute et la laine trouvent également leurs racines en Inde. Le Cachemire, célèbre pour être la laine la plus fine et la plus luxueuse, provient de la région du même nom, située à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de la Chine. Quant aux boutons ornant ces vêtements de Cachemire, ils ont également une origine indienne. Il y a environ 5000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus transformait des coquillages en forme géométrique percés de petits trous. Ces ornements, d'abord purement décoratifs, furent ensuite utilisés pour attacher les vêtements. Lorsque l'on évoque les pionniers de la communication radio, le nom de Marconi est souvent celui qui domine. En 1909, il a même reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux révolutionnaires. Pourtant, un autre génie, longtemps resté dans l'ombre, mérite d'être reconnu. Sir Jagdish Chandra Bose. Dès 1895, Bose a démontré le potentiel des ondes de communication radio. Lors d'une expérience à l'hôtel de ville de Calcutta, il a transmis une onde électromagnétique sur une distance de 23 mètres, traversant des murs, déclenchant une cloche et enflammant même de la poudre à canon. Marconi s'est inspiré de l'invention de Bose, le cohéreur à mercure, pour développer sa propre radio bidirectionnelle. Hélas, Bose n'a pas breveté son invention, et il n'a obtenu la reconnaissance de son génie qu'1 siècle plus tard. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus ? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos,
qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent à que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris.
Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ses babouins? Simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos, et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. En 1936, l'égyptologue britannique Walter Brian Emery mit au jour, en plein désert, un petit objet qui suscita d'intenses débats. Certains y virent la maquette sophistiquée de soucoupes volantes, voire un système de propulsion avancé, issu d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation venue d'ailleurs. Emery consacra de longues années à l'exploration de sites archéologiques dans la vallée du Nil, en particulier dans l'immense nécropole antique de Saqqara. Il y découvrit quantité de trésors, mais le plus déroutant provenait de la tombe d'un haut dignitaire nommé Sabou. L'identité précise de ce personnage demeure incertaine, bien que certaines sources le présentent comme l'un des fils du pharaon Hadjib. Le fait qu'il ait été enterré à Saqqara suggère un rang élevé au sein de la cour royale. L'époque à laquelle il vécut étant très ancienne, aucun document ne subsiste pour éclaircir son rôle exact ou son destin. Dans son tombeau, les chercheurs découvrirent 7 chambres funéraires, chacune renfermant les biens funéraires classiques, des os d'animaux, des outils en silex, de la céramique, des objets en ivoire et des bols en pierre. Mais s'y trouvait également un étrange artefact brisé qui devint connu sous le nom de disque de Sabou. Il prend la forme d'un bol peu profond, à fond arrondi, doté de 3 lobes courbes finement sculptés, espacés d'environ 120 degrés autour de sa circonférence. 3 trous les séparent, et un tube fin se trouve en son centre. Le disque est fait de siltite, ou schiste, une roche poreuse, friable et très difficile à travailler. Elle se désagrège aisément sous pression, ce qui rend d'autant plus énigmatique la manière dont les artisans de 3000 avant notre ère ont pu la façonner à l'aide d'outils rudimentaires en pierre et en cuivre.
L'autre grande énigme consiste en la présence de cet objet dans la tombe de Sabu. Peut-être sa fonction réelle permettrait-elle de mieux en comprendre la signification. Lors de sa découverte, les archéologues y virent un simple vase, un brûleur d'encens ou un objet décoratif à vocation rituelle. Mais certains, en l'examinant sous un angle plus technique, envisagèrent qu'il puisse s'agir d'un élément intégré à un dispositif plus complexe. Un historien amateur a reproduit fidèlement l'objet à l'aide d'une imprimante 3D, et cette réplique a révélé que le disque de Sabu pourrait bien être un ancien impulseur, c'est-à-dire un composant essentiel d'une pompe centrifuge. Placé dans un boîtier et mis en rotation rapide autour de son petit axe central, il s'est montré capable de déplacer de l'eau. Sans boîtier, il générait un puissant vortex. Il apparut alors que la forme incurvée des lobes et la légère concavité du disque n'étaient pas fortuites. L'ensemble semble avoir été pensé pour déplacer efficacement l'eau, à l'image d'un mécanisme de pompage sophistiqué. Or, toute la civilisation égyptienne reposait sur la maîtrise de l'irrigation. Les dynasties ultérieures mirent au point un système d'irrigation par bassin permettant de contrôler les crues du Nil et d'en tirer un rendement agricole optimal. Il se pourrait donc que, dès la première dynastie, des ingénieurs aient exploré des techniques d'irrigation avancées, bien avant ce que les spécialistes n'avaient imaginé. Toutefois, certains restent sceptiques. Selon eux, le schiste serait trop fragile pour supporter les contraintes d'un tel usage. Ils émettent l'hypothèse que les artisans de la première dynastie auraient tenté de reproduire un objet plus ancien, en se contentant des matériaux et outils dont ils disposaient. Le disque pourrait alors être une réplique en pierre d'un artefact métallique, hérité d'une civilisation bien antérieure, et peut-être technologiquement plus avancée que l'Égypte antique elle-même. Un auteur suisse va même plus loin et suggère que le disque serait la copie d'un composant d'hyperpropulsion appartenant à un vaisseau extraterrestre, ou bien une maquette en pierre d'une soucoupe volante. Un chercheur français, quant à lui, avance que le disque de Sabu faisait partie d'un gigantesque dispositif industriel, destiné à produire du carbonate de sodium à l'intérieur des pyramides. D'autres encore estiment qu'il aurait pu s'agir d'un outil primitif de tressage de cordes, les lobes servant à torsader des brins de soie ou des fibres en ficelle lors de la rotation. Une autre théorie enfin évoque une lampe de très grande dimension. Un autre mystère historique est lié à une carte datant de 1513, que l'on considère comme la plus ancienne représentation détaillée connue des Amériques. Elle est l'œuvre d'un capitaine turc, Piri Reis, qui, sans jamais avoir traversé l'océan Atlantique, l'a composée à partir d'une vingtaine de cartes régionales. Parmi celles-ci, figurait une carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises figurant l'Inde et la Chine, ainsi qu'une carte des Amériques attribuée à Christophe Colomb, fondée sur ses propres observations. Cette dernière carte ayant disparu depuis longtemps, le travail de Reis offre un précieux aperçu de ce que Colomb aurait pu noter lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde. Charles Hapgood, un historien, a avancé l'idée que la carte de Reis représentait l'Antarctique tel qu'il était à la préhistoire, en s'appuyant sur une ressemblance frappante avec le littoral réel du continent, avant qu'il ne soit recouvert de glace. Toutefois, cette hypothèse a été formellement invalidée par la suite. Une autre découverte qui a suscité l'étonnement dans le monde scientifique est celle des billes de Klerksdorp. Ces objets, trouvés dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ressemblent à de petites balles de criquet anciennes, ornées de stries en leur centre. Dans les années 80, une théorie a émergé selon laquelle une civilisation antédiluvienne, totalement inconnue mais d'un niveau technologique avancé, aurait été à l'origine de ces sphères. Un journaliste avait rapporté qu'elles semblaient tourner sur elles-mêmes dans une vitrine. Une émission de télévision avait même convié un médium, qui affirmait que ces objets étaient les vestiges d'un antique vaisseau spatial. Pourtant, d'après les géologues, il s'agit simplement de formations sphériques naturelles, composées de minéraux distincts de ceux de la roche environnante. Les lignes semblables à des soudures ne sont que des empreintes laissées par les couches successives de la roche haute au fil du temps. Les billes de Klerksdorp présentent une variété de formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques bien définis. Quant à l'épisode de la sphère tournant seule, le conservateur du musée de Klerksdorp a apporté une explication rationnelle. Lorsqu'il a déposé l'objet dans une vitrine à l'occasion de la visite d'un journaliste, celui-ci a légèrement pivoté en raison de sa forme arrondie. De plus, la région étant sujette à des secousses sismiques causées par l'extraction aurifère voisine, cela pourrait également expliquer ce phénomène.
Dans une région reculée de Chine, se trouvent d'étranges formations en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Baigong. C'est un explorateur local qui les a découverts en 1996, émergeant des flancs du mont Baigong et des rives du lac Tuosu voisin. Cette découverte a poussé certains à penser qu'il s'agissait de vestiges laissés par de très anciens visiteurs venus d'autres mondes. Lorsqu'on a analysé des échantillons de ces structures, les scientifiques ont constaté qu'elles étaient majoritairement composées de minéraux courants, mais qu'elles contenaient aussi, de manière inexpliquée, 8% de matière inconnue. Des examens complémentaires ont suggéré que ces formations existaient avant même l'apparition de l'homme. Des géologues chinois se sont ensuite rendus sur place et ont avancé l'hypothèse qu'il s'agissait de structures naturelles, formées au fil du temps, probablement des racines d'arbres fossilisés remontant au passé verdoyant de la région. Néanmoins, le mystère reste entier. Alors qu'ils creusaient une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers ont mis au jour une cale métallique, aujourd'hui connue sous le nom de coin en aluminium d'Ayoud, ou encore artefact d'Ayoud. Juste à côté, se trouvaient des os de mastodontes, ces lointains cousins des éléphants ayant vécu il y a environ 11 000 ans. Cela a conduit certains à penser que le coin datait de la même époque. Ce qui intrigue, c'est que cette cale est en aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle et dont la production exige des températures extrêmes. Elle serait recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, présente depuis plusieurs siècles. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'un débris provenant d'un vaisseau spatial extraterrestre, tandis que quelques scientifiques y voient une supercherie. D'autres considèrent qu'il pourrait s'agir d'une création d'origine humaine, dont la fonction reste toutefois indéterminée. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3119 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'ils creusaient dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert,
et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, nommé 600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées.
Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. Stonehenge n'était pas un sanctuaire mystique permettant de voyager à travers le temps. Il fut en réalité édifié dans l'espoir de façonner un avenir différent. De récentes recherches ont révélé que ce monument aurait probablement été conçu comme un moyen de rassembler les Bretons insulaires durant une période de division. L'élément central de cette hypothèse repose sur la pierre de l'autel, la plus emblématique du site. Pendant des années, les scientifiques ont supposé que les pierres composant Stonehenge, dont la pierre de l'autel, provenaient des collines de Preseli, situées non loin, dans le pays de Galles. Ainsi, le site aurait été l'œuvre d'une communauté locale, en l'occurrence des peuples néolithiques, ayant exploité des matériaux facilement accessibles pour ériger un tertre cérémoniel, un calendrier solaire et un site funéraire réunis en un seul lieu. Cette certitude a été ébranlée par une découverte majeure. En 2018, des études avancées ont révélé que la pierre de l'autel provenait en réalité de la région de la Tay, dans le nord-est de l'Écosse, soit à plus de 640 km du site de Stonehenge. Des pierres similaires ont été identifiées dans des monuments écossais. En effet, la pierre de l'autel appartient à la catégorie des pierres couchées, disposées à l'horizontale. Or, ces structures se retrouvent fréquemment dans des cercles mégalithiques en Écosse et sont une particularité propre à la région. Cette découverte a suscité de nouvelles réflexions parmi les archéologues. Peut-être Stonehenge ne se limitait-il pas à un projet local, mais représentait-il plutôt une entreprise commune impliquant diverses tribus réparties à travers toute la Grande-Bretagne. Pour mieux saisir cette hypothèse, il faut remonter à environ 3000 avant notre ère, une époque où la Grande-Bretagne ne constituait pas encore une entité politique unifiée. Elle était alors morcelée en une mosaïque de tribus, notamment issues d'Europe du Sud et de l'Est, chacune préservant ses propres traditions et croyances. En tant qu'île, la Grande-Bretagne a connu de nombreux bouleversements démographiques. Sa population était principalement composée d'agriculteurs, descendants de peuples venus du Moyen-Orient, qui s'étaient établis sur ces terres il y a environ 6000 ans. Ce groupe prospéra jusqu'en 2500 avant notre ère, moment où une nouvelle vague migratoire, originaire des régions correspondant aux actuels Pays-Bas et à l'Allemagne, fit son apparition. Ces nouveaux arrivants, désignés sous le nom de culture campaniforme, furent à l'origine d'un profond bouleversement démographique qui marqua la fin du néolithique et les périodes qui suivirent. Leur appellation provient d'un type distinctif de céramique qu'ils confectionnaient et qu'ils utilisaient notamment pour accompagner leurs défunts dans leur dernier voyage. Il est fort probable que les habitants autochtones aient mal accueilli ce repeuplement de leur territoire. Selon les chercheurs, Stonehenge aurait ainsi été érigé comme une tentative de rassemblement des populations néolithiques originelles et de réaffirmation de son emprise identitaire sur ces terres en mutation. L'édification du site aurait nécessité des efforts considérables, notamment pour transporter la pierre de l'autel depuis l'Écosse, sans bénéficier d'avancées technologiques comme la roue. Certes, celle-ci avait déjà été inventée en basse Mésopotamie. Mais faute de connexion au débit, les Bretons de l'âge de pierre en ignoraient encore l'existence. Face à cette crise territoriale, les communautés locales auraient mobilisé leurs ressources pour déplacer cette pierre jusqu'à la plaine anglaise de Salisbury,
dans une tentative de réunification symbolique. Stonehenge n'a pas été construit d'un seul tenant. Son histoire remonte à environ 3000 avant notre ère, époque où le site se réduisait à un simple fossé circulaire bordé d'un talus, une structure connue sous le nom de henge. En son centre, des rondins de bois avaient été érigés, accompagnés peut-être de sculptures totémiques. Ce premier état du monument n'était pas encore marqué par la présence de pierres. Il servait vraisemblablement de lieu rituel et de sépulture. Des fosses de crémation datant de cette période y ont été mises au jour, faisant de Stonehenge le plus ancien site funéraire connu de Grande-Bretagne. Ce n'est qu'aux alentours de 2600 avant notre ère que les pierres bleues firent leur apparition. Cette appellation peut prêter à confusion, car ces roches ne sont pas vraiment bleues. Toutefois, lorsqu'elles sont fraîchement fracturées, elles révèlent la teinte bleuâtre qui leur a valu ce nom. Ces roches plus modestes proviendraient vraisemblablement des monts Preseli, situés dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Certains chercheurs avancent que les peuples anciens attribuaient aux pierres bleues des vertus curatives. Dès lors, il n'est pas anormal de supposer que cette croyance ait motivé les efforts considérables pour les acheminer jusqu'aux plaines de Salisbury. Vers 2500 avant notre ère, Stonehenge commence à prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est à cette période que les imposantes pierres de Sarsen font leur apparition. Ces blocs colossaux, qui composent le célèbre cercle extérieur du monument, peuvent peser jusqu'à 25 tonnes chacun, soit l'équivalent de 3 éléphants d'Afrique empilés. On suppose également que c'est à ce moment-là que la pierre de l'autel aurait été transportée depuis l'Écosse pour être placée au cœur du site. La pierre de l'autel est la plus imposante des pierres bleues utilisées dans l'édification de Stonehenge. Aujourd'hui, elle repose à l'horizontale, au pied du plus grand trilithe du monument. Pour rappel, les trilithes désignent ces structures formées de 2 menhirs surmontés d'une pierre horizontale, constituant ainsi les arches les plus reconnaissables du site. C'est ici que l'histoire prend une tournure inattendue. Pendant près d'un siècle, les scientifiques ont cru que la pierre de l'autel provenait des collines de Preseli, tout comme les autres pierres bleues. Cela semblait logique. Si ces blocs étaient déjà transportés depuis le pays de Galles, pourquoi ne pas y prélever aussi une pierre particulière pour en faire un autel ? Toutefois, cette théorie s'est effondrée en 2018, lorsqu'une équipe de chercheurs a approfondi les analyses. Grâce à des techniques géochimiques avancées, ils ont pu déterminer avec précision l'origine du grès constituant la pierre de l'autel. Il s'est avéré que celle-ci ne provenait pas du pays de Galles. Les résultats ont, en réalité, orienté les chercheurs vers le nord, plus précisément vers le bassin des Orcades, dans le nord-est de l'Écosse, à 640 km de Stonehenge. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de l'histoire du site. Mais comment ces pierres ont-elles été transportées sur une telle distance ? Une ancienne hypothèse appelée « route de glace » suggère qu'elles auraient pu être déplacées grâce à des chemins glacés naturels formés en hiver, permettant de les faire glisser sur de longues distances. Toutefois, pour un trajet excédant les 160 km, cette théorie semble peu réaliste. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse a été réfutée, car le climat de l'époque était plus chaud qu'aujourd'hui. Une autre théorie suggère que les pierres auraient été acheminées par voie fluviale, flottant depuis la carrière jusqu'au site. Toutefois, les blocs de Sarsen sont bien trop massifs pour pouvoir être transportés ainsi. Cette théorie s'effondre donc. En définitive, nul ne sait avec certitude comment ces pierres ont été acheminées. Les recherches menées à Stonehenge ont également révélé des informations fascinantes. Un relevé laser récent a permis d'identifier différentes techniques de taille de la pierre et a mis en évidence des écarts notables dans la finition du monument. Certaines sections ayant manifestement fait l'objet d'un soin particulier. On a notamment constaté que la face nord-est et les surfaces internes des trilithes centraux avaient été soigneusement polies. À titre d'information, le terme trilithe, d'origine grecque, signifie simplement « 3 pierres ». Mais peut-être êtes-vous plus coutumier des dolmens qu'affectionne particulièrement l'irréductible Obélix ? Toutefois, la véritable énigme, et sans doute la raison de la renommée mondiale de Stonehenge, réside dans sa fonction première. L'ensemble de son agencement semble avoir été méthodiquement conçu pour s'aligner avec les cycles solaires. L'architecture du site est particulièrement en phase avec les solstices, ces moments où l'on observe les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Lors du solstice d'été, le soleil se lève dans un alignement parfait avec la Hillstone, projetant ses rayons directement au centre du cercle de pierre.
Un spectacle grandiose, qui devait impressionner son ancien public. C'est toutefois le solstice d'hiver qui semble avoir un lien privilégié avec la pierre de l'autel. Ce jour-là, au moment du coucher du soleil, les rayons viennent précisément s'aligner avec cette pierre centrale. Pour ces bâtisseurs, cet alignement allait bien au-delà d'un simple phénomène astronomique. Il portait sans doute une signification spirituelle et ancestrale profonde. La pierre de l'autel, baignée par la lumière du couchant, pouvait être perçue comme un passage entre les mondes. Un lien entre les vivants et leurs ancêtres, entre la Terre et le cosmos, entre le présent et l'éternité. Dans une époque dépourvue de calendrier, d'horloge ou de moyens de prévision météorologique, les solstices rythmaient l'existence. Ils régissaient les cycles agricoles autant que les rites spirituels. Ainsi, Stonehenge n'était pas seulement une prouesse architecturale, mais peut-être aussi une manière de préserver et d'honorer un héritage ancestral au sein d'un monde en perpétuelle transformation. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystère. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leur motivation. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire.
Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symbole des deux côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie.
Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'autres pensent qu'il s'agit d'une anomalie génétique. Théorie confirmée par la découverte d'un crâne de nourrisson, bien trop grand pour avoir été modifié artificiellement. Stonehenge a exigé près de 20 millions d'heures de travail pour être édifié. À titre de comparaison, un individu lambda ne vit guère au-delà de 700 000 heures. Voici Jack, l'un des tout premiers bâtisseurs de Stonehenge. Supposons que Jack ait atteint l'âge de 80 ans, hypothèse hautement improbable, mais qui simplifie nos calculs. Si Jack avait consacré toute sa vie, de sa naissance jusqu'à ses 80 ans, à la construction de Stonehenge, il aurait fallu environ 28 générations et demie de travailleurs perpétuant cet effort pour achever l'ouvrage. C'est pratiquement impossible. Pour rendre cette estimation plus plausible, doublons ce chiffre. Après tout, Jack n'aurait sans doute pas dédié toute sa vie à charrier des pierres et il n'a certainement pas atteint un âge aussi avancé. Nous arrivons ainsi à près de 57 générations nécessaires pour ériger Stonehenge. On n'est malheureusement pas assez d'espace à l'écran pour vous présenter John, l'arrière-arrière-arrière-arrière, petit-fils de Jack, mais vous saisissez l'idée. Tout a débuté il y a environ 5000 ans, avec un simple rempart de terre et un fossé circulaire. Puis, aux alentours de 2600 avant notre ère, les bâtisseurs ont remplacé cette structure primitive par une configuration plus élaborée de rondins de bois et ont acheminé depuis le pays de Galles quelques 80 blocs de dolérite, qu'ils ont réagencés au moins 3 fois. Quelques siècles plus tard, ils ont ajouté ces impressionnantes pierres de sarcène d'environ 25 tonnes chacune. Ces imposants blocs de grès furent transportés sur près de 30 km afin de former un cercle extérieur continu, tandis que 5 trilithes, 2 pierres dressées, surmontées d'un linteau, formaient une structure en fer à cheval en son centre. Ce chantier, s'étendant sur un millénaire, a nécessité d'innombrables années de labeur. On peut donc supposer que les ouvriers vivaient à proximité. Mais dans quelles conditions pouvaient-ils bien se loger? De nos jours, les ouvriers disposent sur place de petites habitations temporaires, si besoin. Mais de telles structures existaient-elles réellement à l'époque où Stonehenge fut érigé? Eh bien oui. Et les découvertes archéologiques récentes aux abords de Stonehenge en apportent la preuve. Des fouilles ont mis au jour une écomaison datant de l'âge de la pierre, une trouvaille d'une importance capitale puisqu'il s'agit de l'un des plus anciens habitats connus dans la région. Cette demeure mésolithique, récemment mise au jour, remonte à environ 4300 avant notre ère. Observons-la de plus près. Pour édifier les murs, les habitants de l'époque s'appuyaient sur un arbre tombé, plus précisément sur son tronc. Ces parois de bois étaient consolidées avec du silex, et ils avaient même pris soin de paver la cavité laissée par l'arbre déraciné. Quant à la toiture, ils avaient eu recours à des peaux d'animaux. Un choix judicieux qui devait offrir une protection efficace contre le climat capricieux des îles britanniques. Vous vous demandez peut-être comment ces bâtisseurs ont pu affronter les rigueurs du climat britannique, particulièrement durant l'hiver. La réponse est simple, un foyer était aménagé sur place, ce qui n'a rien d'étonnant en soi. Mais le système employé pour chauffer l'habitat se révélait particulièrement ingénieux. Placer un foyer directement à l'intérieur de la maison aurait constitué un danger trop important. Mais introduire des pierres chauffées ne présentait aucun risque. Tout en demeurant chaudes, elles ne pouvaient pas provoquer d'incendie. Elles servaient donc de réservoir thermique, permettant de maintenir une chaleur agréable durant la nuit. Pour parfaire leur aménagement, ils ajoutaient à même quelques pierres décoratives. Certes, ce n'était pas Versailles, mais leur demeure possédait indéniablement une certaine élégance. Si vous pensez que cette découverte ne concerne que les habitations, détrompez-vous. Elle bouleverse notre compréhension du mode de vie de cette époque. En situant ces populations dans un cadre préhistorique essentiel, dès les débuts du néolithique, elle soulève des interrogations fascinantes sur un éventuel lien entre ces premiers habitants et les bâtisseurs de Stonehenge. Mais une inquiétude persiste. Les experts s'inquiètent du fait que ce site, ainsi que d'autres vestiges archéologiques enfouis,
pourrait être mise en péril si les autorités maintiennent leur projet de tunnel visant à détourner l'A303 en la faisant passer sous ce site classé au patrimoine mondial. Bien entendu, la maison mise au jour par les scientifiques n'était pas parfaitement conservée et présentait plusieurs lacunes essentielles pour la vie quotidienne. Certains éléments avaient disparu avec le temps, tandis que d'autres étaient simplement absents. Aussi, les chercheurs ont-ils entrepris de recréer ces habitations vieilles de 4500 ans. Pour ce faire, ils ont utilisé 20 tonnes de craie, 5000 tiges de noisetier et 3 tonnes de paille. Ces reconstitutions ont été érigées à proximité de Stonehenge. Un véritable exploit lorsqu'on sait à quel point il est difficile d'y obtenir un permis de construire, même pour une simple étable. Alors, à quoi ressemblent ces maisons? Tout d'abord, il y en a 4, toutes de forme ovale. Elles reposent sur les fondations de véritables habitations qui se dressaient à cet endroit il y a environ 4500 ans, soit précisément à l'époque où l'éco-maison de Stonehenge était en construction. Les habitations sont de taille modeste, se limitant à une seule pièce. Déterminer leurs dimensions s'est révélé relativement simple, puisque la taille du toit et la hauteur des murs pouvaient être estimées à partir des fondations. Chaque côté mesure environ 5 mètres. Cependant, la structure exacte de la toiture demeure une énigme. À l'époque, plusieurs techniques à base de chaume étaient utilisées, rendant difficile l'identification précise de celle employée ici. Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable est celle d'une toiture en paille nouée ou attachée, solidement fixée à un cadre en noisetier tressé. Lorsque le foyer est allumé, la fumée s'élève naturellement à travers le chaume. Les 20 tonnes de craie ont servi à recouvrir les sols et les murs. Cette surface blanche réfléchit la lumière du soleil et retient la chaleur du feu. Toutefois, un problème inattendu est apparu. Le sol, saturé d'eau, en a considérablement retardé le séchage. Alors que la craie aurait dû durcir en quelques jours, certaines parties du sol sont restées collantes durant des semaines, un peu comme du chewing gum. Il ne fait aucun doute que les bâtisseurs d'il y a 4500 ans ont dû affronter des difficultés similaires, ce qui permet d'apprécier à sa juste valeur le labeur qu'exigeait la construction de ces habitations. Pour obtenir une finition lisse et presque brillante, la dernière couche d'enduit a été appliquée avec des chiffons, conférant au mur une apparence étonnamment raffinée. L'intérieur est aménagé avec des lits et des étagères en bois et en osier, ainsi que des pots d'argile, le tout organisé autour d'un foyer accueillant. Le tout donne une impression d'espace et baigne dans une lumière naturelle qui traverse le toit de chaume avant de se réfléchir sur les murs blancs. Le mobilier tressé, quant à lui, apporte une touche d'authenticité. Des feux ont été allumés pour y préparer un premier repas. Du pain confectionné à partir de farine moulue sur une meule de pierre, juste à côté du foyer. Ceux qui l'ont goûté ont été agréablement surpris par sa saveur. Légère déception. Ceux qui ont recréé ces habitations ont un peu triché. Certes, les matériaux sont fidèles à ceux d'origine, mais les outils utilisés ne le sont pas. Ils ont eu recours à des bétonnières pour mélanger le torchis, des brouettes pour transporter le bois, et des haches en acier pour fendre les bûches près de l'âtre, plutôt que des outils de pierre. Il faut toutefois rappeler que ces constructeurs ne sont pas des experts, mais des bénévoles. Dans ces conditions, une petite entorse aux techniques d'antan semble tout à fait pardonnable. D'ailleurs, d'autres volontaires présents sur le site sont ravis de partager leurs connaissances sur les tâches quotidiennes des bâtisseurs de Stonehenge, qu'il s'agisse de moudre le grain ou de tresser des cordes en jonc. Mais ces cahutes ne sont pas les seules découvertes notables de la région de Stonehenge. Il y a quelques années, des archéologues ont mis au jour un site funéraire qui précède même la construction du célèbre monument. Ce long tumulus néolithique, daté d'environ 5600 à 5700 ans, aurait accueilli les dépouilles de certains des premiers habitants de Grande-Bretagne. Son existence a été révélée par des images aériennes montrant son empreinte caractéristique sous les cultures. La plaine de Salisbury regorge d'anciens vestiges, comprenant Stonehenge, divers tumulus et autres monuments. Épargnée par les bouleversements au fil des siècles, elle a su préserver une quantité remarquable de structures préhistoriques. Cette découverte illustre par ailleurs une transition majeure dans le mode de vie humain, marquant le passage du nomadisme à une sédentarisation fondée sur l'agriculture et l'élevage. Un mode de vie qui fait écho à celui reconstitué dans l'éco-maison. Le tumulus en question s'étend sur environ 26 mètres de long et 20 mètres de large. Bien que l'érosion et l'agriculture aient fait disparaître une grande partie de sa structure émergée. Si ces caractéristiques sont similaires à celles d'autres sépultures de la région, il pourrait renfermer les restes de 30 à 50 individus, ainsi que des crânes de vaches, dont l'importance pour ces communautés anciennes ne fait aucun doute. Et si je vous parlais de technologie des fibres de Néandertal,
Non, vous n'avez pas rêvé, le concept est bel et bien réel. En 2020, une équipe de scientifiques a publié un article qui a bouleversé la façon dont nous percevons nos plus proches ancêtres. Une découverte en France a changé l'univers de l'archéologie pour toujours. Et ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Mais commençons par le commencement. Les Néandertaliens. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme des hommes des cavernes typiques et limités. Le personnage de Fred Flintstone ne représente plutôt bien l'image que l'on s'en faisait. D'où venait ce stéréotype? Quand avons-nous commencé à croire que les Néandertaliens n'étaient pas les plus brillants dans l'histoire de l'évolution? Eh bien, de William King, un géologue britannique du 19e siècle. C'est lui qui donna leur nom aux Néandertaliens. Sur la base des ossements trouvés par King, le scientifique déclara que l'espèce n'était pas intelligente, et cette image colla aux Néandertaliens pour les siècles à venir. Mais un bout de ficelle d'une longueur de 6,2 mm changea complètement la donne. Une petite vallée fluviale, sèche, abri du maras, fut le lieu de la grande découverte. Les archéologues y découvrirent un fragment de corde à côté d'un outil en pierre. Ces fibres torsadées auraient pu être utilisées pour tout, de la confection de vêtements aux filets de pêche. Pour la préhistoire, il s'agit d'une technologie de pointe, que les Néandertaliens semblaient maîtriser. Les scientifiques savaient déjà que ces premiers hommes fabriquaient du goudron à partir d'écorces de bouleau et qu'ils produisaient des perles à partir de coquillages. Il existe même des preuves de l'existence d'un art néandertalien. En d'autres termes, ils étaient loin d'être primitifs. Le morceau de corde et d'autres découvertes similaires modifient la façon dont nous percevons nos ancêtres. Le monde de l'archéologie est en constante évolution. Prenons l'exemple des pyramides d'Égypte. Il s'avère qu'elles n'ont pas vraiment été construites par une armée de personnes que le pharaon faisait travailler jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. Hérodote, le célèbre historien grec, est à l'origine de cette confusion. Il affirma en effet, en 500 avant notre ère, que 1000 hommes avaient participé à la construction de la grande pyramide de Gizeh, sans préciser qui étaient ces hommes ni pourquoi ils construisaient les pyramides. C'est ainsi que le mythe commença. D'énormes dalles de pierre tirées par des hommes, conduits par un contremaître armé d'un fouet. Les égyptologues ne sont pas de cet avis. Il s'agit des scientifiques qui étudient la culture de l'Égypte ancienne. Assez récemment, en 1988, ils découvrirent un village de travailleurs qui racontait une toute autre histoire. Certes, les ossements des travailleurs témoignaient d'un travail acharné, mais le secteur de la construction est très exigeant physiquement, même aujourd'hui. Il a fallu près de 6 ans et 12 000 hommes pour achever le plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa. De retour en Égypte, 3 fois plus d'ouvriers achevèrent la Grande Pyramide, en environ 2 décennies. Un exploit impressionnant d'ingénierie ancienne, n'est-ce pas? Les supérieurs traitaient si bien d'elles les Égyptiens, qui construisaient les pyramides. Leur régime était riche en protéines. Ils bénéficiaient de soins médicaux et étaient correctement rémunérés. En fait, ils vivaient mieux que la population non active. Et ils vivaient avec leur famille à proximité du chantier. Les archéologues savent tout cela parce qu'ils ont mis au jour des boulangeries et des dortoirs, avec des jarres à pain et d'autres types de nourriture. Signes semblant montrer que les pharaons étaient de bons employeurs, et que le marché du travail n'était pas si terrible que ça pour eux après tout. Ils conservaient également des registres papyrus détaillés de la construction en hiéroglyphes. Vous et moi serions bien incapables de lire ces lettres qui ressemblent à des dessins. Les égyptologues avaient le même problème. Cela faisait plus d'un millénaire que personne n'avait utilisé ce type de police. Et bien entendu, il n'existait pas de dictionnaire anglais ancien égyptien que l'on pouvait consulter pour trouver le sens des signes. Tout passe, tout cela changea en 1822. Quelques décennies auparavant, les Français avaient trouvé une plaque brisée de granit noir. La pierre contenait un texte en 3 écritures, grec ancien, hiéroglyphes égyptiens et démotiques. Cette dernière représentait également la langue égyptienne, mais dans une écriture simplifiée. Les scientifiques datèrent la plaque à l'an 196 avant notre ère. Le contenu était un texte religieux. Le philologue et orientaliste français Jean-François Champollion fut le premier à déchiffrer le code. Car heureusement, les gens n'avaient pas oublié les lettres du grec ancien. Le français parvint donc à faire correspondre les lettres grecques avec celles de l'écriture égyptienne. Et voilà. Les hiéroglyphes étaient enfin déchiffrables.
Le nom du morceau de granit qui rendit tout cela possible est la pierre de Rosette. L'importance de sa découverte va au-delà de l'archéologie. Le terme « pierre de Rosette » est même entré dans le dictionnaire français. Il représente une découverte qui aide les gens à comprendre une énigme qui les a longtemps laissés perplexes. Il existe même des jeux suivant le même principe. Un symbole est associé à un message particulier. Il faut ensuite décoder le message en remplaçant le symbole par la lettre correspondante. C'est ce que les scientifiques firent avec la pierre de Rosette il y a plus de 2 siècles, mais à une échelle beaucoup plus grande. Savez-vous quelle est la plus ancienne langue déchiffrée en Europe? Elle porte un nom peu attrayant, le linéaire B. Ce syllabaire appartient à la langue grecque mycénienne. Le mycénien est antérieur de plusieurs siècles à l'alphabet grec ancien. On peut facilement deviner de quelle écriture elle est issue. Le linéaire A. Les habitants de la Crète utilisaient le linéaire B il y a plus de 1000 ans, entre 1340 avant Jésus-Christ et 1190 avant Jésus-Christ. À la fin de l'âge de bronze, la civilisation grecque qui utilisait cette écriture disparut. Plus personne ne pouvait lire le linéaire B et, surtout, personne ne savait qu'il avait même existé. Les choses allaient changer au cours des premières années du XXe siècle. Un archéologue britannique du nom de Sir Arthur Evans fit la découverte d'un vaste complexe palatial à Knossos, en Crète, Grèce. Il s'agissait du centre de la culture minoenne, à l'origine de l'énigmatique écriture. Le palais comptait quelques 1300 pièces, ornées de peintures colorées représentant des dauphins, des griffons et des taureaux. Tout cela captiva l'imagination des archéologues, mais leur plus grande découverte passa d'abord inaperçue. Des milliers de plaques d'argile cuites. L'incendie qui avait détruit le palais avait en effet permis de préserver les tablettes. Lors de la découverte des plaques, il fut impossible de lire ce qui figurait, car il s'agissait d'une langue inconnue. La communauté scientifique dut attendre encore un demi-siècle avant de pouvoir déchiffrer les plaques. C'est Michael Ventris qui finit par déchiffrer le code. Il s'agit d'un architecte et cryptographe anglais. Ventris avait étudié le grec et le latin. C'est en assistant à la conférence du célèbre archéologue Arthur Evans que le jeune homme décida de résoudre une fois pour toutes l'énigme du linéaire B. Il y parvint en 1952. L'un des faits les plus étonnants dans les découvertes de Ventris est que l'écriture s'avéra être une forme archaïque de grec. Mais la cryptologie n'a toujours pas résolu le code du linéaire A. Un système qui restera un mystère jusqu'à l'arrivée d'un jeune motivé comme Michael Ventris. Ils n'auraient pas besoin d'être des archéologues professionnels. Basil Brown ne l'était pas. Et pourtant, en 1939, il découvrit la tombe du Haut Moyen-Âge la plus riche d'Europe, à Sutton Hoo, dans le sud-est de l'Angleterre. Il ne s'agissait pas d'une tombe ordinaire en pierre, mais d'un navire grandeur nature, 3 fois la longueur d'un bus londonien à impérial de 27 mètres. Et ce n'est pas tout. En dehors de sa fonction première, le navire renfermait un tas de richesses. Des bols suspendus de luxe, des récipients de fête, des accessoires vestimentaires en or et des textiles de luxe ne sont que quelques-uns des trésors découverts. Les archéologues furent également étonnés par l'argenterie provenant de la lointaine Byzance, que vous connaissez probablement sous le nom d'Istanbul, en Turquie. Même à notre époque, elle se trouve à plusieurs jours de route de Sutton Hoo, alors imaginez le temps et l'argent qu'il fallait pour importer un plat d'argent au 7e siècle. Selon les archéologues, c'est à ce moment-là que le bateau coula. Cela ne peut pas être la fête des Anglais. À cette époque, l'Angleterre n'existait pas. Les habitants des îles britanniques de l'époque étaient les Anglo-Saxons. Peut-être le navire des monticules herbeux du Suffolk a-t-il appartenu à l'un de leurs rois? Nous ne le saurons jamais. Le sol acide local a éliminé toute preuve possible. Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de pierre tombale. Il pourrait s'agir d'un cénotaphe, c'est-à-dire d'un monument funéraire construit à la mémoire d'une personne importante. Les archéologues n'ont toujours pas de réponse définitive. Néanmoins, ce qu'ils trouvèrent à Sutton Hoo éclaire sur l'âge sombre, que les Anglais appellent Dark Ages. Avant la découverte du bateau, on ne savait pas grand-chose de ce qui s'était passé en Grande-Bretagne après le départ des Romains. Désormais, l'image de la société anglo-saxonne à l'époque est beaucoup plus claire. Et qui sait, peut-être le sol anglais sera-t-il le théâtre de la prochaine grande avancée en archéologie.